Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je ne sais pas vraiment comment introduire le sujet d'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous en parler parce que juste c'est très dérangeant, on va rentrer dans un sujet assez tabou quand même, et juste l'affaire en elle-même dont je vais vous parler est très bizarre. Enfin, très bizarre, je ne sais même pas comment vous introduire le sujet. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. Vraiment, installez-vous, mettez-vous à l'aise parce que vous en aurez besoin. Maintenant que vous êtes un peu chauffé, on va commencer la vidéo tout de suite. On perd pas de temps. Let's go to the video. The usual dissection of Je vais d'abord vous parler du premier personnage de cette histoire. Je dis personnage parce que cette histoire me paraît tellement bizarre, tellement énorme que pour moi c'est juste faux. C'est pas possible, c'est pas un fait divers, c'est une histoire inventée. Mais ça a bien eu lieu et vous allez le voir. Alors le premier protagoniste, le personnage principal, c'est Armin Meiwes. Armin Meiwes, qui était-il? Je vais d'abord vous parler un petit peu de son enfance qui, je pense, a beaucoup influencé ses actes futurs et notamment l'acte principal dont je vais vous parler et que vous allez vomir. Armin Meiwes est né à Essen en Allemagne le 1er décembre 1961 et donc il a eu une enfance très bizarre, un peu bancale, avec très peu d'attaches à part sa mère en fait. Donc son père, Detlef Meiwes, était policier et il s'est marié avec sa mère, Waltraud, qui avait 19 ans de plus que lui et qui avait déjà 2 enfants. Ils ont eu une période un peu de bonheur, on va dire, comme tous les couples normalement, mais très vite en fait, ils s'entendaient pas, il y avait des désaccords entre eux, puis Waltraud c'était une femme quand même assez dure de caractère et qui n'était pas facile à vivre, et donc Detlef a fui, on va dire, il est parti avec les 2 aînés et il a laissé Armin, qui avait 8 ans, seul avec sa mère Waltraud. Mais c'est pas vraiment le divorce qui a posé problème, c'est plus la situation après, le fait que Armin est resté seul avec sa mère, une mère qui était très protectrice, une mère qui était très dure aussi, même si elle l'aimait, et donc du coup il était un peu isolé parce que il vivait dans un petit village, vraiment un petit village. Il y avait genre 7 maisons, donc vraiment un hameau, et leur maison c'était un immense manoir de 40 à 50 pièces quoi, vraiment énorme, ils étaient 2 à vivre là. Quand on y entrait en fait, on entrait dans un autre siècle, c'était un très vieux manoir, à l'extérieur il y avait un jardin immense, c'était presque un parc en fait. Sa mère elle avait toujours eu cette volonté là, d'avoir une grande famille, que la maison soit remplie d'enfants, bref, une vie normale quoi, une vie de bonheur, mais ça n'avait pas marché avec son mari, il était parti, elle était seule avec Armin et c'était un peu son seul amour, elle essayait vraiment de le protéger un maximum et c'est peut-être cette volonté là de le protéger un maximum qui a fait qu'elle a commencé à l'étouffer en fait, pour moi elle l'étouffait. Pour combler sa solitude, Armin s'est inventé un petit frère imaginaire avec qui il jouait, avec qui il partageait des moments parce qu'il avait vraiment pas d'amis en fait. Il était vraiment beaucoup dans l'imagination et pas vraiment dans le monde réel. Parfois il s'imaginait, il se créait des contes pour enfants on va dire, mais pour lui-même, et il imaginait qu'il tuait d'autres enfants et qu'il les mangeait. Et du coup puisqu'il les mangeait, les enfants restaient toujours avec lui, dans son estomac en gros. Pendant son adolescence, il est resté toujours très très proche de sa mère, il était toujours collé à elle, et il sortait vraiment pas beaucoup, vraiment très peu. Les jeunes du village, eux, ont commencé à aller dans des boîtes disco, ils ont commencé un petit peu à s'amuser, tout simplement à vivre leur adolescence, et lui, il sortait jamais de chez lui, et quand il sortait, il était toujours avec les mêmes vêtements sales, enfin... il prenait pas soin de lui du tout, et puis il s'ouvrait pas du tout au monde, quoi. Avec le temps, il a commencé à se sociabiliser un petit peu, à sortir. Bon, quand même, c'est un être humain, quoi. Donc, il a commencé un peu à aller voir autour de lui ce qui se passait, et il a même commencé à ramener des filles à la maison chez sa mère. Mais sa mère n'aimait aucune des filles qu'il ramenait, et elle leur faisait même peur pour qu'elles ne reviennent pas. Le truc, c'est qu'elle avait un idéal de belle fille, et elle se rendait pas compte que Armin ne pouvait peut-être pas attirer ce genre de femmes-là, et donc du coup, toutes les filles qu'il ramenait, elles, enfin,
ça l'intéressait pas du tout. Et comme la vie de sa mère était hyper important, bah, il finissait par être toujours célibataire. Et il faut savoir qu'elle était si protectrice que parfois elle l'accompagnait à ses rendez-vous galants. Il allait à des dates et sa mère l'accompagnait. C'est juste, rendez-vous compte de l'influence, de l'emprise qu'elle avait sur son fils. Mais en même temps, Armin, lui, il a commencé à se poser des questions sur sa sexualité. Il s'est rendu compte que peut-être il n'aimait pas les femmes, mais peut-être qu'il aimait les hommes. Il en a pas beaucoup parlé, hein, vraiment pas. Il y avait des rumeurs dans le village. Il a l'air un peu gay, peut-être qu'il est gay. On l'a vu embrasser un homme, on a vu un homme lui faire un bisou sur la joue. Enfin, il y avait des rumeurs qui tournaient. Et puis comme il était jamais en couple, surtout, bah, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais dans la propre tête d'Armin, effectivement, il y a eu ce petit déclic-là où il s'est rendu compte qu'il n'aimait pas les femmes. Ensuite, il est entré dans l'armée, ce qui lui a permis de s'émanciper encore un petit peu, mais sa mère avait toujours une grosse emprise sur lui. Il faut savoir que parfois il faisait des excursions avec ses camarades de l'armée, et sa mère venait avec eux. En 1999, sa mère meurt. Sa mère Waltraud meurt. C'est en même temps une grande libération pour lui, qui a toujours été sous son emprise, on va dire, et en même temps un immense bouleversement parce que il a connu qu'elle dans sa vie. Enfin, c'était un peu son soutien le plus précieux, le plus profond, le plus vrai peut-être. Il n'avait jamais vraiment connu sa famille maternelle ni paternelle, et donc du coup, le fait que sa mère meure, c'était la fin un peu de son cadre familial et il se retrouvait vraiment seul. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'était un peu une période de libération où il a appris à se débrouiller par lui-même. C'était en 99 ça. L'année d'après, en 2000, il est devenu informaticien et il a commencé un peu à dépanner les gens de sa ville, de son petit village, mais aussi de Rothenburg, la ville qui était juste à côté. Donc, encore une fois, c'était un peu un nouveau pas vers l'autonomie. Et il a comme un peu cette passion pour les ordinateurs et il va commencer du coup lui-même à surfer, à naviguer sur le web, et c'est libérateur parce qu'il peut parler avec des gens qui ont les mêmes passions que lui. Et depuis qu'il est petit, il a toujours ce fétiche un peu de cannibalisme. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il disait que il se faisait des petites histoires où il mangeait des enfants pour qu'ils restent avec eux. Il avait toujours un peu ces fantasmes cannibales un peu bizarre quoi, et ça a continué, ça ne s'est pas arrêté quand il est devenu adulte, et du coup lui il a commencé à se dire ouais mais peut-être qu'il y a des gens comme moi, peut-être que je peux trouver des gens avec qui discuter, qui partageront mes fantasmes, qui partageront ce que je ressens moi, et en 2001, à force de recherche, il a trouvé un petit forum qui s'appelait Cannibal Café. C'était en fait un forum sur lequel les gens parlaient de leurs fantasmes de cannibalisme. Ils parlaient de leur envie de manger de la chair humaine, de leur envie de cuisiner de la chair humaine. Ils partageaient des recettes. Comment cuisiner de la chair humaine, comment cuisiner un foie humain, ce genre de choses. Et Armin, lui, il a commencé à s'investir à fond dedans. Il adorait ça. Il était content d'avoir trouvé des gens qui ne le jugeaient pas et qui partageaient le même fétiche étrange que lui. Et au bout d'un moment, il a même commencé à acheter de la viande en magasin, et il l'a façonnée, il l'arrangeait de telle sorte à ce qu'elle ressemble à de la viande humaine, et puis il faisait les photos, il les postait, et il disait voilà, regardez, ça c'est de la viande humaine, c'est ce que j'ai mangé hier et tout ça, et puis les gens étaient en mode waouh, choqués, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui prétendaient avoir mangé de la viande humaine ou tué pour manger de la viande humaine, mais c'était pas vraiment sûr. C'était beaucoup plus des fantasmes en général, et les gens ne se risquait pas vraiment à passer à l'acte, on va dire. Un jour, la même année, Armin, là, se dit « Ok, non, il faut vraiment que je satisfasse ce fantasme. Je peux pas rester comme ça, à vivre que de rêves. Il faut que je mange de la viande humaine. » Vraiment là, c'était le point culminant où il fallait qu'il le fasse. Et donc, il a posté sur le forum Cannibal Café une petite annonce où il disait « Alors, je suis à la recherche d'un homme bien bâti, de 18 à 30 ans, qui accepterait de se faire, en gros, tuer par moi, de se faire découper par moi, de se faire manger par moi. Et pour lui, c'était très important, il fallait que ce soit consenti, mais il cherchait un volontaire, quoi. Un peu plus tard, pas vraiment longtemps après, un ingénieur informatique de 42 ans, Bernd Brandes, a répondu à son appel, a répondu à son annonce en disant « Écoutez, moi, je m'offre à vous, je suis d'accord pour que vous me mangiez. » Qui était Brandes? Parce que faut quand même se demander quel genre de personne peut accepter de se faire manger
ça peut pas être une personne normale, qu'est-ce qui l'a poussé à aller jusque-là en fait? Enfin, moi je me suis beaucoup posé la question et j'ai appris énormément de choses sur cette personne dont on parle pas beaucoup en fait dans cette histoire. On parle beaucoup plus des penchants de Armin que de la victime, enfin, victime consentante au final. Brandes, donc comme je vous l'ai dit, était un ingénieur informatique et il avait travaillé pour Siemens 15 ans, pendant 15 ans avant sa mort. Et c'était une personne qui était décrite par ses collègues comme hyper cool, sympathique, qui faisait beaucoup de blagues aussi, donc un homme vraiment charmant quoi. Mais il avait de gros problèmes de confiance en lui et aussi une grosse peur de l'abandon. Une très grosse peur de l'abandon. Il avait eu une petite amie pendant assez longtemps, elle s'appelait Darian, et ils s'entendaient bien, il n'y avait pas de problème, mais comme beaucoup de couples, il y a un moment où ça s'est mal passé, il y a eu des soucis, ils se sont séparés. Ils sont restés hyper longtemps ensemble, donc il y avait quand même un attachement, normalement des deux côtés, et même parfois dans certaines relations, vous restez 2 mois ensemble, et il y a quand même un attachement, quand vous vous séparez, ça fait mal, quoi. Vous avez du mal à retrouver l'amour après, ou alors vous ne l'envisagez même pas pendant un grand moment. Et lui, environ 3 mois après la séparation, il a commencé à chercher quelqu'un d'autre. Il avait parlé de ça à une de ses amies, Angela Obeck. Il lui avait dit ça, ouais mais moi j'arrive pas à être seule en gros, il faut que je retrouve quelqu'un. Et ça a commencé à l'obséder, donc il a commencé à chercher sur internet, dans les annonces, dans les journaux. Il a commencé à chercher partout et il voulait une nouvelle partenaire de vie. Et quand il a eu 40 ans, il a eu une nouvelle obsession, c'était rester jeune, et rester frais, et il faisait beaucoup de sport presque à outrance. Il était là à faire du sport tout le temps et il en parlait souvent à ses collègues en leur disant ouais bah vous voyez avant j'avais un hyper gros ventre et maintenant j'ai des abdos. Après on peut se dire que c'était une sorte de crise de la quarantaine, ce qui arrive à beaucoup de monde, mais oui c'était un peu obsessionnel. À un moment il a commencé à avoir de la calvitie, donc à des endroits il avait plus de cheveux, donc il s'est dit je vais me raser la tête directement. Donc il s'est rasé le crâne et il est resté chauve. Mais en fait, il est devenu de plus en plus négatif avec son entourage, avec les gens autour de lui, avec sa famille, avec ses collègues, et tout le monde l'a bien ressenti que il était insatiable en fait, voilà, dans sa quête d'un nouveau partenaire, dans sa quête de la jeunesse, on dirait qu'il lui manquait quelque chose, qu'il avait un trou à combler. À un moment, il a même eu une lubie étrange, il a commencé à parler avec une jeune fille au Nigeria, et du coup, il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle vienne à Berlin, et il était hyper excité de la voir, hyper content de la voir, mais il avait dépensé énormément d'argent pour elle, sans savoir si c'était une vraie personne ou non, et il est parti la chercher à l'aéroport à Berlin, et il s'est rendu compte que elle était pas venue et que donc il s'était fait arnaquer, ce qui l'a encore mis dans une sorte de dépression profonde. Enfin, il était pas stable en fait. Voilà le portrait de Brandes, quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'amour, d'attention et qui était dans une quête de jeunesse, qui peut-être avait pas bien vécu son adolescence ou son enfance et qui se rattrapait sur le tard. Et donc un petit détail important, c'est que en plus de cette quête de jeunesse et tout ça, il avait aussi une quête d'expérience, de nouvelles expériences. Il était un peu dans une sorte de névrose, j'ai l'impression. On arrive au 9 mars 2001, et le 9 mars 2001, les amis, c'est le jour. C'est le jour, et c'est la partie de la vidéo qui va être la plus gore. Voilà, la plus gore, si vous ne connaissez pas le mot gore, ça veut dire la plus sanglante, la plus dérangeante. Et je préfère vous prévenir, c'est bizarre. Donc le 9 mars 2001, Brandes s'est rendu au domicile de Mavis. Ils ont décidé de se voir ce jour-là, donc tout s'est fait très vite après que Mavis ait posté son annonce, tout s'est fait très très vite. Brandes est arrivé dans l'immense manoir de Mavis, et Mavis l'a conduit jusqu'à une chambre, la chambre principale, la master bedroom, et là ils ont discuté, ils ont fait un peu ami-ami, ils ont parlé de leurs fantasmes de cannibales et tout ça. Et après, Mavis s'est dit bon, on a assez discuté, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Et Mavis, du coup, a donné à Brandes des somnifères. Il lui a dit avale 20 somnifères, voilà, avale toute la boîte, et tu prends du schnapps pour faire passer tout ça. Le schnapps, c'est de l'alcool. Faut savoir qu'à partir de là, tout a été filmé, hein. Tout a été filmé. Il y a une vidéo d'environ 4 heures que la police a trouvée, et ils ont bien sûr pas révélé cette vidéo au public, et il me semble qu'il y avait eu des leaks, peut-être sur le dark web, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas maintenant c'est plus possible de la trouver. Dans un premier temps, Brandes va demander à Mavis de mordre son pénis. En gros, de le mordre pour le manger, pour l'arracher. Mavis va essayer de le faire,
mais il va pas réussir parce que c'est beaucoup trop dur. Bon, il n'arrive pas en fait à l'arracher avec la bouche, et donc il a pris un couteau et il a coupé le pénis de Brandes. Brandes, là, on vient de lui couper le pénis, donc ça fait pas trop du bien, normalement. Mais je sais pas à quoi il pensait, je sais pas ce qui se passait dans sa tête, peut-être que c'était les somnifères qui le rendaient pas trop cohérent, mais il a attrapé son pénis coupé, il a essayé de le manger cru, mais il a pas réussi. Brandes et Mavis se sont dit, bon, on va peut-être faire cuire ce pénis, peut-être que ce sera meilleur à manger après. Ils sont partis dans la cuisine, Brandes était déjà pas très bien, hein, et Mavis a découpé le pénis, il l'a mis dans une poêle, avec du beurre, avec de l'ail, du vin. Il a fait un petit plat en fait avec le pénis, et après, si j'ai bien compris, il a essayé de le faire griller avec de la graisse du corps de Brandes. Alors comment il a pris de la graisse du corps de Brandes, j'ai pas envie de le savoir. Mais à ce moment-là, après, le pénis était trop cramé, ils ont pas pu le manger, et du coup, Mavis l'a jeté à ses chiens. À ce moment-là, Brandes, lui, est hyper mal, il est en train de perdre beaucoup de sang, il est presque inconscient, et il est pas du tout en mesure de manger quoi que ce soit dans tous les cas, et puis il a pris des somnifères aussi, ce qui fait qu'il est vraiment très mal. Donc Mavis, elle va le monter à l'étage, il va le mettre dans un bain chaud, il va le laisser là. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre un livre, un Star Trek, et il va lire son petit livre dans la pièce d'à côté. Et toutes les 15 minutes environ, il va venir vérifier, voir comment va Brandes qui est dans son bain, et après il va repartir lire Star Trek. Donc à un moment, Brandes, il a essayé de se lever, de sortir du bain, mais avec la douleur, avec tout le sang qu'il avait perdu, avec les somnifères, il s'est juste effondré sur le sol, et il était en fait entre la conscience et l'inconscience, il était vraiment dans cet état un petit peu de somnolence, et Mavis du coup s'est dit bon, on va le descendre, on va le sortir de ce bain-là, voilà, ça commence à mal aller pour lui, on dirait. Donc il le descend au rez-de-chaussée, et il essaie de voir un peu ce qui se passe, de comprendre son état, mais il va pas du tout bien, Mavis le comprend, il va pas du tout bien, et il hésite énormément. Il se dit là, je peux pas le garder en vie, il faut que je le tue, faut qu'on en finisse. Et donc il va énormément hésiter, il va énormément prier aussi, bizarrement, et après il va décider d'en finir et d'égorger Brandes. Voilà, donc là on a passé la partie la plus dégueulasse, la partie la plus horrible, et je n'ose même pas imaginer ce que la police a pu voir dans les cassettes qui ont été enregistrées. Ça devait juste être horrible. Et Mavis ne s'est pas arrêté là, parce que ensuite il a éviscéré le corps de Brandes, il a découpé le corps de Brandes, et il l'a stocké dans son frigo, en dessous de boîtes à pizza, pour pouvoir le manger. En 10 mois, il a mangé 20 kilos, les meilleurs morceaux, comme il a dit, du corps de Brandes. Et là, on se dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ah bon, première explication, c'est qu'il était déjà... C'était un homme étrange, il avait eu une enfance étrange. Il avait des névroses, peut-être qu'il a hérité de sa mère, qui était, j'ai l'impression, aussi un peu dérangée. Et puis, son enfance isolée n'a pas aidé. Il a toujours été aussi très solitaire. Il a vécu, après la mort de sa mère, seul toute sa vie dans ce grand manoir. C'était un homme qui, je pense, était dérangé. Et puis, tuer Brandes et le manger, pour lui, c'était une source de plaisir sexuel, en fait. C'était un jeu sexuel, et c'était une forme de jouissance pour lui de manger le corps de Brandes, en fait. Bon, vous l'imaginez bien, au bout d'un moment, ça s'est su, parce que, contrairement à Mavis, Brandes, lui, il avait des amis, il avait de la famille, les gens ont commencé à se poser des questions sur cette disparition, et puis c'est très facile ensuite d'aller sur internet, de voir les conversations qu'il a eues, et de remonter jusqu'à Mavis. Et du coup, ils ont remonté jusqu'à Mavis, et ils ont pu trouver le corps, des bouts de corps de Brandes dans son congélo. Et en 2005, Mavis a été condamnée à la prison à perpétuité. Ça a fait beaucoup de bruit, cette affaire. Les gens ne comprenaient pas comment cet homme avait pu manger un autre homme, voilà. Et puis en même temps, les gens aussi étaient partagés en se disant, bon, dans tous les cas, si l'autre voulait être mangé, qu'est-ce qu'on peut y faire là-dedans? Mais en fait, Mavis, il a cette tête-là, un petit peu de psychopathe, en fait. Il a vraiment la tête typique du psychopathe. Et il avait pas l'air vraiment très concerné
de son sort en fait pendant le procès. Il avait même l'air hyper détendu, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de photos où on le voit, il sourit, il raconte son histoire tranquillement. Et puis après, bien sûr, il a été l'objet de plein de reportages. Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui savait ce qu'il voulait faire. Et ce qui est assez marrant, c'est que en 2007, Armin Meiwes a dit que maintenant il était végétarien. Bref les amis, cette vidéo est terminée. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous aussi vous aimeriez vous faire manger par quelqu'un d'autre? Et comment vous expliquez ce comportement-là de Meiwes, cette volonté de manger de la chair humaine? Ça m'intéresserait de le savoir dans les commentaires, voilà, ça m'intéresse toujours d'avoir un petit peu votre avis sur les choses, et donc n'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir, parce que je mets beaucoup d'amour et de temps dans les vidéos, et puis du coup, c'est beaucoup de crédit pour moi quand vous vous abonnez. J'ai aussi des réseaux sociaux auxquels vous pouvez vous abonner qui sont en barre d'infos, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Salut!